Je vais travailler jusqu'au dernier. J'aimerais lui demander au moins 4 ou 5 bonnes raisons pour lesquelles je pourrais voter. Voilà, c'est lui qui en pense la femme. Alors, il est avocat et il est représentant. Thank you. You're welcome. À l'occasion. Oui, bien sûr. Ouais. Moi, je suis j'ai entamé des activités justement à cause de ma voix. On vous passera le Je vous demanderai simplement de vous rapprocher du micro, mieux vous parler. Voilà, ne soyez pas timide, venez près de nous. Ne soyez pas timide, j'ai le petit chapeau rouge. Voilà. Allez, Christiane, venez. C'est le loup là, faites attention. Bon, mon nom est Jean-Claude Zambelli, pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je suis le conseiller local élu à l'Assemblée des Français de l'étranger. Et j'ai le grand plaisir ce soir d'accueillir un ami, ancien ministre, avec qui j'ai beaucoup de plaisir à échanger, notamment dans ce qui s'est passé pendant la dernière année. Et j'ai observé que lorsque Frédéric Lefebvre était au gouvernement, il avait un certain nombre de responsabilités qu'il a passées de bonne grâce à la nouvelle majorité. Il a simplement été remplacé par 5 ministres. Donc c'est une anecdote qui devrait être racontable, je crois. L'autre aspect, il va parler fiscalité. Et alors là, pour ne pas polémiquer, je suis allé rechercher les citations de Clémenceau. Et Clémenceau disait un truc qui était pas mal déjà il y a 100 ans. La France sème des impôts et récolte des fonctionnaires. Sur ce, je vous propose d'écouter notre futur député, Frédéric Lefebvre. Merci à tous d'être venus si nombreux pour cette réunion. Merci mon cher Jean-Claude de ces propos à la fois amicaux et en même temps, comme toujours, tu as évoqué un certain nombre de questions, tu l'as fait rapidement, tu l'as fait avec des mots choisis. Je pense à la fiscalité, je vais évidemment y revenir. Je voudrais vous dire d'abord le bonheur qui est le mien d'être avec vous aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous m'ont accueilli en me disant quelle chance de vous voir à nouveau, c'est vrai que c'est une chance. Et vous savez, je le dis pour ceux qui ne le sauraient pas, mais si nous nous retrouvons aujourd'hui, et si j'ai cette chance de pouvoir à nouveau aller à votre rencontre pour solliciter vos suffrages, c'est que cette élection législative, qui a vu la victoire, comme vous le savez, de la candidate socialiste la dernière fois, a été annulée. Cette élection a été annulée parce que de graves irrégularités avaient été commises. En même temps, j'ai eu l'occasion de dire, parce que c'est ce que je pense profondément, et c'est la première pensée que j'ai eue quand cette décision est tombée, que la politique, vous savez, elle oscille entre justice et cruauté. Mais j'ai cette chance, et nous avons cette chance, les uns et les autres, alors même que vous avez tous pu mesurer, depuis un peu plus de 10 mois maintenant, combien le gouvernement de M. Ayrault, le gouvernement socialiste, combien le président, François Hollande, sur des sujets qui vous concernent, au quotidien,
ont décidé de cibler les Français que vous êtes à l'étranger. Je vais évoquer évidemment dans le détail les questions d'éducation, je vais évoquer évidemment dans le détail les questions de fiscalité. Mais vous savez, je me souviens de la campagne, et quand je disais aux uns et aux autres, vous verrez sur la fiscalité, vous verrez que la convention franco-américaine de non-double imposition va être contournée. Personne ne me croyait. Je me souviens d'ailleurs que, y compris un certain nombre d'amis, conseillers financiers ou lawyers à l'époque, me disaient « Vous exagérez, vous voulez faire peur. Votre seul objectif, c'est de mobiliser par la peur sur la fiscalité. » Écoutez, là, tout le monde a pu voir la réalité de ce qui anime cette majorité. En matière de fiscalité, c'est tellement facile de cibler les Français qui sont loin de la France. Vous savez, par définition, vous ne manifestez pas dans les rues en France, et donc vous choisir comme cible, c'est beaucoup plus simple que de décider d'augmenter, même si franchement les premiers mois, ça a été une avalanche d'impôts sur les Français et sur les entreprises. Mais j'ai en mémoire ces déclarations du président, du Premier ministre, qui nous ont dit il y a quelques semaines que c'était fini, qu'ils n'augmenteraient plus les impôts. Pourtant, il y a un groupe de travail à l'Assemblée nationale, qui est piloté par quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou peu, j'imagine, qui s'appelle Yann Gallu, qui est un député. Et vous savez, simplement, peut-être vous allez vous souvenir d'une phrase qu'il a prononcée il y a quelques mois, quand une personnalité française, Gérard Depardieu, a décidé de partir en Belgique. Vous vous souvenez qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il faut le déchoir de sa nationalité. Eh bien, c'est lui qui aujourd'hui préside le groupe mis en place par la nouvelle la majorité socialiste sur la question de la fiscalité des Français de l'étranger. Vous êtes appelés les exilés fiscaux, et la dernière déclaration, c'était il y a quelques jours, sur tout ce que nous imaginons, tout ce que nous travaillons, les seuls qui échapperont à cela sont ceux qui sont à l'étranger pour des raisons familiales. C'est lui qui disait ça. Allez définir ce que ça veut dire que d'être à l'étranger pour des raisons familiales. Mais tout ça montre, en tout cas, à quel point il est indispensable que vous soyez défendus. Et je viens au rôle, me semble-t-il, du député dans une circonscription comme celle-ci qui fait 40 fois la superficie de la France, qui est si diverse. Le Canada, les États-Unis, mais la côte Est, la côte Ouest, que de différences. Et en même temps, que de chances de s'enrichir justement de ces différences. Pourtant, ce qu'il manque ici, c'est une forme de vraie diaspora, avec du lien social, avec des partages d'expériences. Et bien sur ces deux questions, vous défendre, créer du lien social, c'est exactement ce que je veux, comme député, faire au quotidien pour vous. Moi, je veux agir 24 heures sur 24 pour vous. À Paris, bien sûr, à l'Assemblée nationale, parce que ceux qui vous font croire qu'ils seront en permanence à vos côtés oublient de vous dire que la circonscription, d'abord, elle est immense, mais qu'en plus, quand on est député, on doit siéger 3 jours par semaine à Paris. C'est obligatoire. La députée, d'ailleurs, qui avait été élue, qui n'a pas été inactive, ça serait lui faire un mauvais procès que de dire qu'elle a été inactive. Mais, d'abord, contrairement à ce qui avait pu être dit pendant la campagne, elle a évidemment été obligée d'être très présente à Paris. Et ensuite, et j'y viens pour vous défendre, et je crois que vous avez eu un bon exemple de ce que quelqu'un qui n'a pas l'expérience, pas d'influence, ni dans sa propre famille politique, c'est pas lui faire injure que de dire qu'elle était toute neuve au Parti socialiste, ni au Parlement, et bien sûr les gros dossiers qui vous concernent, l'éducation ou la fiscalité,
même si peut-être que sur un certain nombre de points, elle partageait votre avis, elle n'a pas été capable de vous défendre. Parce que pour vous défendre, croyez-moi, il faut avoir de la voix. Parce que la caricature est telle, en France, des Français qui sont à l'étranger, et qui plus est en Amérique du Nord. Des privilégiés qui ont abandonné la France, qui ne payent pas d'impôts, enfin, on en entend des bêtises. Il faut quelqu'un qui ait de la voix. Il faut quelqu'un qui ait accès aux médias. C'est mon cas. Vous savez, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. C'est 30 ans de vie politique. 30 ans d'expérience politique. Qui font que vous vous retrouvez invité par les grands journaux télévisés. Il n'y a pas beaucoup de candidats qui se présentent à vos suffrages, qui comme moi ont déjà fait un 20h. Il n'y a pas beaucoup de candidats qui se présentent à vos suffrages, qui comme moi ont fait les grandes émissions politiques à la télévision, et qui sont invités régulièrement. Quand je dis il n'y a pas beaucoup, je suis gentil. Il n'y en a pas. C'est ça la réalité. Et pour vous défendre, croyez-moi, sur des sujets qui sont des sujets pas faciles, sur lesquels vous êtes caricaturés en permanence, il va falloir donner de la voix. J'ai commencé à le faire, peut-être certains d'entre vous ont vu il n'y a pas très longtemps une émission que j'ai enregistrée avant le début de la campagne d'ailleurs. C'était Thierry Ardisson. Et vous avez peut-être entendu que déjà là, on me disait « Vous voulez représenter les Français d'Amérique du Nord, mais ils ont besoin d'être défendus. Regardez, ils sont privilégiés. » J'ai fait un petit exercice avec des experts comptables, des lawyers de la circonscription. Prendre ville par ville la situation sur les impôts que vous vivez, chacun dans vos villes. C'est assez frappant. Parce que la réalité, contrairement à ce qui se dit, c'est que les Français ici payent plus d'impôts qu'en France. Et si vous connaissez un Français qui est venu aux États-Unis ou au Canada avec comme objectif de ne pas payer d'impôts ou d'échapper à l'impôt, vous me le présentez. Moi, je n'en connais pas. Et croyez-moi, c'est comme ça qu'il faut faire. Je le ferai dans les médias, je le ferai à la commission des finances, que je connais si bien. J'ai été un député extrêmement actif. J'ai défendu beaucoup d'amendements. Et j'ai cette chance, parce que j'ai un parcours, ça ne me rajeunit pas, je parlais de 30 ans de vie politique, j'ai cette chance d'être écouté, y compris au-delà des rangs de ma famille politique. Parce que voyez-vous, moi j'ai commencé ma vie politique avec Jacques Chaban-Delmas, qui m'a appris à écouter les autres. Aux côtés de Nicolas Sarkozy, j'ai théorisé l'ouverture. Ça n'a pas plu à tout le monde. Ni dans ma famille politique. Souvenez-vous, Patrick Devedjian, j'étais porte-parole moi à l'époque, qui avait dit qu'il faut déjà faire l'ouverture aux sarkozystes. Ni au Parti socialiste, qui dès qu'il y avait une personnalité de gauche qui osait travailler avec nous, décidait de la cibler. Je ne vais pas vous faire de dessin, mais vous avez vu ce que se sont pris comme injure un certain nombre d'hommes politiques de gauche qui avaient décidé d'accepter la main tendue et de travailler pour réformer le pays. Je crois profondément, moi, à la nécessité, non pas d'un consensus mou, mais de l'addition de positions fortes. Et je crois qu'en politique, il faut savoir écouter les autres. Quand j'ai été député à la commission des finances, et j'insiste là-dessus parce que quand je vais venir sur les sujets, les deux sujets, avant qu'on échange et ouvrir le débat pour répondre à vos questions, j'insiste là-dessus parce que j'étais le recordman des amendements votés à l'unanimité. C'est-à-dire votés par la droite et par la gauche. Et quand, sur des sujets importants, y compris avec des enjeux techniques, et il y en a beaucoup qui vous concernent, des sujets importants avec des enjeux techniques, parce que ce n'est pas que par idéologie que vous êtes attaqué, c'est parfois par méconnaissance. Eh bien, c'est pas parce que vous êtes UMP et qu'à la commission il y a des gens qui sont socialistes que si ce que vous défendez est intelligent, ils votent contre. J'ajoute que quand j'étais ministre,
dans les textes que j'ai eu à défendre, j'ai toujours veillé, toujours, à accepter les amendements, y compris du Parti socialiste, qui étaient intelligents. Alors que vous savez, il y a malheureusement cette habitude dans la démocratie française que j'ai tellement vue, y compris avec certains de mes collègues d'ailleurs, et que font d'ailleurs aujourd'hui les ministres socialistes au gouvernement, quand il y a un amendement intelligent qui vient, non pas de votre famille politique, mais d'une autre, vous dites ah non, ça on ne peut pas le prendre, ça vient d'un socialiste, c'est pas possible. Et vous demandez à un député UMP de déposer le même pour accepter son amendement à lui, pour ne pas donner le sentiment que vous acceptez un amendement de quelqu'un qui ne pense pas comme vous. Eh bien ça, c'est un 100 lieues de ce que je pense être la manière dont il faut faire de la politique. Moi, je crois au contraire qu'il faut, sur des sujets d'intérêt général, essayer d'écouter les uns et les autres. Et si on peut, sur ces sujets, bouger les choses ensemble, il faut le faire. Deux sujets sur lesquels je ne doute pas qu'y compris à l'Assemblée nationale, je saurais convaincre un certain nombre de parlementaires socialistes. L'éducation. Franchement, je suis en désaccord total avec la décision qui a été prise, et je ne vais pas leur reprocher, ils l'avaient dit. Donc les Français savaient à quoi s'en tenir. De suppression de la prise en charge de la scolarité. Tant la candidate socialiste l'avait dit que François Hollande lui-même, il était venu à Washington le dire. Pour quelles raisons? Je n'ai jamais vraiment compris d'ailleurs. Et je vais partager avec vous les raisons pour lesquelles je pense que cette décision, qui est soi-disant fondée sur la justice, n'est pas une décision fondée sur la justice, puisque ce qu'on nous dit, c'est que le système de la prise en charge bénéficiait à des gens riches ou des gens qui avaient les moyens de payer les études, et donc pour cette raison, il fallait supprimer le dispositif. C'est juste oublier qu'en France, les études sont gratuites, et que ça ne choque personne que les études soient gratuites pour des gens riches en France. Mais par contre, pour les Français de l'étranger, là, c'est pas bien. Là, c'est vraiment inéquitable, inégalitaire. Je suis en désaccord, vous l'avez compris, sur le principe. Mais en même temps, je ne vais pas vous raconter l'histoire. Franchement, c'est pas moi qui vais faire changer, en étant député de l'opposition, d'avis François Hollande sur la question de la gratuité de la scolarité pour les Français à l'étranger. Par contre, vous pouvez compter sur moi sur une chose. Et j'ai d'ailleurs préparé un amendement en ce sens d'ores et déjà, parce que je le défendrai à la première loi de finances qui arrivera après l'élection. C'est que François Hollande, yeux dans les yeux, à Washington, il avait dit à tous les Français, on va supprimer, je vous ai dit pourquoi j'étais pas en accord avec lui, mais on va supprimer. Mais je prends un engagement. On va maintenir l'effort de la France en matière d'investissement dans la scolarité des jeunes Français à l'étranger. On va changer le système des bourses, on va l'adapter à la réalité de ce que vivent, notamment, puisqu'il était à Washington, je pense que ça s'adressait notamment aux Français des États-Unis, ce que vivent les Français des États-Unis. Tout ça, c'était des belles paroles. Immédiatement, le 4 juillet, c'est un souvenir qui est marqué dans l'esprit de tous, suppression brutale, on ne se pose pas la question de savoir comment vont pouvoir se débrouiller les familles, et rien n'a été mis en place pour compenser. Absolument rien. Ça, c'est la réalité. De la même façon que cet effort de 32 millions d'euros, qui était fait avec la PEC, c'est reparti simplement dans le budget de l'État, et c'est un effort en moins en faveur des Français de l'étranger. Eh bien ça, c'est un combat que je vais mener, et je sais qu'un certain nombre d'élus de gauche seront à mes côtés pour mener ce combat. Je le sais, y compris des élus des Français de l'étranger. Et ce combat, il ne faudra pas lâcher jusqu'à ce que, je ne sais pas si on obtiendra le rétablissement de la totalité des moyens financiers pour soutenir les programmes de bilinguisme, les programmes Flamme, tout ce qui aujourd'hui se développe dans les écoles publiques, même américaines, autour du français, les charter schools. Mais en tout cas, croyez-moi, c'est un combat que je vais mener. Et puis sur la fiscalité, il s'est passé quelque chose qui est très grave
extrêmement grave, cette histoire de CSG. Alors on me dit oui, mais ça concerne les privilégiés qui ont des résidences secondaires en France. C'est vrai que ça ne concerne pas tous les Français qui sont à l'étranger. Je le dis pour ceux qui ne le savent pas, je pense que maintenant les gens le savent, et ce gouvernement et cette majorité ont décidé d'ajouter à la taxation qui existait déjà sur les plus-values, sur les cessions de biens immobiliers détenus en France, la CSG. Quand Michel Rocard a inventé la CSG, il avait dit « les Français d'étrangers n'ont pas à le payer ». Évidemment, puisqu'ils sont sous protection sociale du pays d'accueil. C'était une parole sage. Non seulement, là, ils doivent le payer, mais ce qui est encore plus grave, c'est que le système des plus-values avait été modifié une première fois, avec un système de taxation augmenté, pour que ça fasse la même chose que les Français de France, qui eux payaient la CSG. Ça, c'était la première logique il y a quelques années. Et deuxième logique, on a rajouté un millefeuille, on met la CSG par rapport à des taxes qui sont elles-mêmes plus élevées pour les Français de France. C'est totalement inégalitaire. Et ce combat-là, je vais le mener avec une proposition de loi que j'ai rédigée, que vous pouvez trouver sur mon site internet, mais pas qu'avec une proposition de loi. Je suis en train de préparer un recours avec une question préjudicielle de constitutionnalité, parce que, comme vous le savez peut-être, avec Nicolas Sarkozy, nous avons réformé la Constitution et nous avons ouvert la possibilité pour les citoyens, quand une nouvelle loi s'applique, qu'il y a un problème d'égalité, de saisir le Conseil constitutionnel pour qu'il se prononce. Voilà ce que je suis aujourd'hui en train de mettre en place. Pourquoi? Bien sûr pour défendre ceux qui subissent injustement cette augmentation de fiscalité et qui ont une résidence secondaire. Merci. Mais, pour des raisons de principe, beaucoup plus graves, c'est qu'il ne vous a pas échappé qu'en France, la CSG, ça n'est pas un impôt, c'est une cotisation, juridiquement. Il ne vous a pas échappé non plus que le gouvernement et la majorité ont annoncé vouloir renégocier les conventions de non-double imposition en expliquant que ça prendrait beaucoup de temps, que ça serait très long, qu'il fallait commencer par la Suisse, mais que, évidemment, ils ont en tête de contourner, en attendant la renégociation, les conventions existantes. Et là, on est sur l'exemple même du contournement. Parce qu'il peut leur prendre demain l'envie de mettre de la CSG sur d'autres choses que sur les plus-values de cession immobilière. Et là, c'est le contournement, c'est-à-dire que ça ne rentre pas dans la balance sur les impôts. Donc c'est extrêmement grave. Sur le principe, parce que c'est la porte ouverte, et on voit d'ailleurs les déclarations qui sont faites avec toutes ces idées qui commencent à circuler dans la majorité d'aujourd'hui sur faire payer les impôts, le différentiel d'impôts que auraient payé les uns et les autres en France s'ils étaient en France, ou bien sur les résidences secondaires, cette idée de taxe de 20% calculée sur la valeur locative. Donc toutes ces idées qui sont aujourd'hui en train d'être travaillées dans ces groupes de travail, croyez-moi, il va falloir de la voix pour s'y opposer. Et surtout, il va falloir montrer, noir sur blanc, que c'est un faux procès qui est fait aux Français d'Amérique du Nord que de dire qu'ils payent moins d'impôts ou qu'ils sont partis pour échapper à l'impôt. Preuve à l'appui, avec un travail que je fais depuis des mois avec les experts comptables de cette circonscription, je mettrai dans le débat ces éléments pour faire valoir la réalité de votre situation. Voilà ce que je voulais vous dire pour commencer notre réunion. Moi, je souhaite qu'on puisse échanger, bien sûr. Et vous avez sûrement des questions sur tel ou tel sujet. Mais je termine juste d'un mot en vous disant que, à côté de cette défense, notamment à l'Assemblée nationale, il y a aussi ce que j'ai dit rapidement tout à l'heure, c'est-à-dire ce lien social que je veux bâtir dans cette circonscription. Et j'ai construit une équipe
que j'ai annoncé d'ailleurs hier. Cette équipe, elle s'appelle l'âme Nord. Ça avait fait sourire quand j'avais baptisé cette circonscription l'âme Nord. Et j'ai vu d'ailleurs à plusieurs reprises, quand j'ai débuté cette campagne, que certains souriaient encore. Pourquoi j'ai décidé de baptiser cette circonscription l'âme Nord? Le A avec un accent circonflexe. J'y tiens. Parce que la communauté française en Amérique du Nord, elle contribue à donner un supplément d'âme à l'Amérique du Nord. Parce que les Français, et on le voit bien ici à San Francisco, ce sont souvent l'immatériel, vous savez, l'intelligence, les chercheurs, les ingénieurs, les savoir-faire, la gastronomie, la mode, l'art, la culture, c'est-à-dire ce qui fait que l'Amérique est l'Amérique. Et sans les Français, sans la communauté française, ça ne serait pas la même Amérique. Et moi, ce que je veux vous dire, c'est que ce supplément d'âme à l'Amérique du Nord, je veux que, à l'intérieur de notre communauté française, on puisse créer ce lien social, bâtir cette diaspora. Et il y a 3 personnes, plus ensuite une équipe évidemment autour, qui vont incarner l'âme Nord au niveau du continent, États-Unis, Canada. Dans ces 3 personnes, je vais vous demander d'applaudir une personne qui est ici, qui est Jean-Claude Zambelli, le vice-président. Vice-président de cette association âme Nord, et qui va avoir du travail. Pourquoi Jean-Claude Zambelli, vice-président de cette association âme Nord? La présidente, Janine Defedo, est au Canada, à Montréal. Et puis, il y a mon suppléant, Olivier Piton, qui lui est de la côte Est. Canada, côte Est, côte Ouest. Je dis qu'on ne peut pas, dans une circonscription comme celle-là, travailler efficacement pour vous si on n'a pas une équipe bâtie géographiquement avec des gens qui sont des leaders, qui sont des gens qui connaissent dans le détail votre situation, qui peuvent être des relais permanents. Et nous allons nous organiser avec l'âme Nord dans chaque ville de cette circonscription, avec des équipes à votre service, pour évoquer tous les sujets qui vous concernent. Moi, j'ai rapidement parlé de l'éducation, j'ai rapidement parlé de la fiscalité, on pourrait parler, peut-être dans vos questions, allons-nous en parler, de la santé, des retraites, de la green card, des problèmes de démarche administrative, enfin finalement tous les sujets qui au quotidien vous concernent dans vos vies de Français en Amérique du Nord, en Californie et à San Francisco pour vous tous. Je suis là pour répondre à vos questions. Ça peut être aussi des questions sur la France si vous souhaitez. Oui, levez le doigt. Je comprends que le but de tout ça, c'est de mobiliser les gens pour aller voter, qui est un grand problème parce que les gens sont un peu découragés d'écouter les politiciens, d'écouter les promesses, d'écouter ceci, d'écouter cela, et ils commencent à se demander pourquoi aller voter. Et personnellement, je suis là, par exemple, depuis quand même 40 ans, citoyen français, citoyen américain, entrepreneur, à la retraite. Ma retraite a été faite ici. Ma retraite de France est basée sur 9 ans de travail en France, donc c'est vraiment minimum. Et dans mon cas, il y a quand même un assez gros pourcentage de Français qui sont dans ce point de vue. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce que vous pouvez me donner 4 ou 5 bonnes raisons pour voter pour vous? Alors, d'abord, j'espère vous en avoir donné quelques-unes en vous parlant avant, parce que je pense que il y a beaucoup de Français qui sont dans votre cas, c'est-à-dire qui sont là depuis très longtemps,
ont parfois le sentiment que le lien s'est beaucoup distendu avec la France, et parfois pas à tort d'ailleurs. Parce que la vérité, c'est que la France, aujourd'hui, vous êtes ciblés, mais pendant très longtemps, la France vous a oublié. Alors que vous n'oubliez jamais la France. Tous les Français que je rencontre gardent la France dans le cœur. C'est ça la réalité. Je vais prendre des exemples très concrets. Vous parlez de retraite. Sur la question de la retraite, le nombre de Français que je vois ici, qui d'abord, parce qu'ils ne se sont pas préoccupés de leur retraite au début de leur activité, se retrouvent dans des situations extrêmement complexes. Je ne sais pas dans le détail comment s'est construite votre retraite. Enfin, si vous l'avez construite ici par le système américain, ça veut dire que l'essentiel, c'est une retraite par capitalisation. Or, il y a beaucoup de Français qui sont ici, qui, après avoir travaillé 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas du tout si c'est votre cas, mais aimeraient rentrer en France, voudraient retrouver leur village, leur famille. J'en rencontre beaucoup des Français qui sont dans cette situation. Or, aujourd'hui, ça leur est impossible. Pourquoi? Parce que s'ils sont dans la même situation que vous, s'ils partent, l'exit tax américaine leur prend une grande partie de ce qu'ils ont capitalisé pour leur retraite. Et ensuite, quand ils arrivent en France, ça rentre dans le système de taxation du patrimoine, avec en particulier l'ISF au bout. Ce qui fait que là où ils ont les moyens, ici aux États-Unis, de vivre une retraite, une belle retraite, rentrer en France, ça veut dire une retraite qui ne peuvent pas leur permettre de vivre décemment avec leur famille. C'est ça la réalité de beaucoup de Français ici. Eh bien, ça fait partie des propositions que moi j'ai mises sur la table. J'ai rédigé une proposition de loi en ce sens. Je voudrais défendre pour les Français qui ont capitalisé, qui ont fait une retraite à l'étranger et qui décident de rentrer en France. Ce qui est l'intérêt de la France. Simplement parce que ça fait rentrer des capitaux en France. Qu'il y ait une exonération du système de taxation du patrimoine et notamment de l'ISF pour ces Français. Voilà par exemple une réforme qui me paraît importante sur la question de la retraite. Et en même temps, je le dis parce qu'il y a des Français qui sont peut-être dans une situation totalement différente sur la retraite, parce qu'il y a beaucoup de Français aussi, c'est pas votre cas d'après ce que j'ai compris, qui eux, à l'inverse, ont travaillé pour des grandes entreprises françaises, très longtemps ici, qui vivent, qui ne sont pas à la retraite, mais qui vivent à 70 ans, 71 ans, très bien ici, qui ne veulent surtout pas être à la retraite, et qui se retrouvent avec le système français, victimes d'entreprises qui ont le droit, à 70 ans, c'est un âge butoir, de mettre à la retraite d'office. Voilà aussi quelque chose que je voudrais changer. Donc vous voyez, il y a des choses très concrètes qui peuvent concerner vos vies. Vous m'avez parlé de la retraite, c'est pour ça que je vous parle de la retraite, qui peuvent concerner vos vies dans ce que je peux faire et ce que je veux faire, moi, comme député. Vous savez, moi, j'ai un parcours qui parle pour moi. J'ai fait 30 ans de vie politique, j'ai l'habitude de tenir les engagements que je prends. Je l'ai toujours fait. Et j'ai cette continuité. D'abord, comme beaucoup d'entre vous, ce qui est un peu dans l'esprit de l'Amérique du Nord, moi j'ai gravi tous les échelons. J'ai été militant dans ma famille politique, j'ai été 18 ans élu local, j'ai été conseiller d'un ministre, Nicolas Sarkozy, j'ai été son directeur de cabinet, j'ai été député, j'ai été ministre. J'ai construit avec beaucoup de ténacité. Comme vous, dans vos vies, vous avez construit avec beaucoup de ténacité. Vous disiez que vous étiez entrepreneur. Quand j'ai rencontré, moi, des obstacles dans ma vie politique, parce que vous savez, je ne vais pas vous faire de dessin, la vie politique est faite d'obstacles. J'ai d'abord monté mon entreprise. Je n'ai pas été pantouflé dans l'administration. J'ai monté mon entreprise. Moi, je suis attaché aux réalités. Je suis un homme accessible. Quand j'étais ministre, je faisais 3 déplacements par semaine. J'allais voir les entreprises. J'étais ministre des entreprises. J'allais voir les entreprises.
au lieu d'ouvrir les tiroirs de l'administration française, où il y a toujours des tas de projets qui ont été imaginés par des technocrates qui ne connaissent pas la réalité de l'entreprise, moi j'allais chercher les problèmes pour les ramener et les régler ensuite. Je crois vous avoir donné un exemple sur la retraite, et je pourrais vous donner par exemple sur la santé. C'est un sujet que je connais bien en plus, parce que je l'ai vécu dans ma chair avec mon frère, qui est californien depuis 30 ans, qui a eu 2 cancers, et qui, comme beaucoup de Français ici, s'est retrouvé face à la brutalité du système. Et bien par exemple, quand vous avez quelqu'un qui se retrouve sans solution de soins, moi je n'accepte pas que mon pays traite moins bien les Français de l'étranger que les étrangers en France. Je ne fais pas partie de ceux qui sont contre l'AME, l'aide médicale d'État. Quand il y a un étranger en France qui est malade, c'est notre devoir de soigner. Donc, dans ma famille politique, certains se battent contre ce principe. Moi, je l'ai toujours défendu. Mais en même temps, je suis désolé, c'est quand même la moindre des choses qu'un Français qui se retrouve dans une telle situation puisse, lui, avoir au moins les mêmes droits. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. De la même façon que sur les questions de carte vitale, c'est quand même la moindre des choses que l'ensemble des Français de l'étranger, quand ils sont en France, à partir du moment, en tout cas au minimum, où ils cotisent à la caisse, à la CFE, et le droit à la carte vitale, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Donc vous voyez, il y a des combats à mener. Ces combats n'ont jamais été menés, et pour cause. Il n'y avait pas de députés. Mais quand vous arrivez à l'âge de la retraite, les Français de l'étranger, que vous faites votre demande pour votre retraite que vous avez cotisée en France, est-ce que ça vous donne droit à être couvert médicalement et avoir une carte vitale en France, tout en habitant ici à l'étranger? Oui. Oui. Mais quand vous avez par exemple quelqu'un qui est... Et il y a beaucoup de Français ici qui sont couverts par les assurances de leurs conjoints, qui par exemple, conjoints américains, qui sont couverts par les assurances ici, et qui n'ont pas pris un certain nombre de précautions. Vous avez des gens qui se retrouvent dans des situations face à un système d'une brutalité inouïe. Je ne dis pas heureusement qu'il n'existe rien. Je dis simplement que l'universalité que l'on offre en la matière aux étrangers en France, la moindre des choses serait d'offrir aux Français de l'étranger. Ça me paraît une question simplement d'équité et d'égalité. On est un peu sur la même question que tout à l'heure sur les questions d'éducation. On nous explique que c'est pas bien de faire la gratuité de l'éducation pour les Français de l'étranger parce qu'il y a des gens riches qui en profitent. On ne se pose pas de questions. Vous savez, moi, mon père était médecin, j'ai fait mes études en France, j'aurais très bien pu payer mes études. François Hollande aurait très bien pu payer ses études. Ça a dérangé personne en France. Et là, tout d'un coup, ça devient quelque chose de scandaleux qu'on puisse imaginer une prise en charge pour des gens qui ont les moyens. Vous voyez, c'est des questions, il faut rétablir simplement le fait que vous êtes des Français comme les autres. Et que vous êtes aussi la France. Et je vais même vous dire une chose. Une des raisons pour lesquelles moi j'ai décidé de m'engager dans cette circonscription, en dehors des liens très forts que j'ai avec cette circonscription, parce que j'y ai toute ma famille. Mais une des raisons pour lesquelles j'ai voulu m'y engager, alors que j'étais, moi, implanté en France, en Île-de-France, c'est que je crois, au plus profond de moi, que la chance de la France dans le XXIe siècle, face à la mondialisation et à la globalisation, passe par les Français de l'étranger. Parce que qui mieux que les Français de l'étranger sait dompter la mondialisation? Est-ce qu'à un moment, dans notre pays, on peut comprendre que c'est notre intérêt, l'intérêt de la France, d'écouter cette vision, ce regard différent que vous avez les uns et les autres, qui est essentiel.
pour que la France continue de rester, par exemple, la 5e puissance économique du monde. C'est pas en se refermant et en fonctionnant comme une île que la France a une chance de gagner ce combat du XXIe siècle. Regardez aujourd'hui la politique qui est menée, on a l'impression d'être que la France est une île qu'on peut tous se permettre. Il y a des mesures stupides qui sont prises. Stupides. Simplement, regardez, il y en a même une qui a été prise. Vous voyez, moi je suis quelqu'un qui parle franchement. Et ça me permet d'aborder cette question. Si certains d'entre vous avaient envie de la poser, pardonnez-moi de leur enlever la question. L'exit tax. L'exit tax française. C'est un dispositif qui a été voté quelques mois avant que François Hollande ne soit élu. Donc là, je ne vais pas vous dire que c'est de la faute des socialistes. Même si c'est aussi de la faute des socialistes, parce qu'à la base, à la Commission des finances, des députés socialistes, des députés de la majorité de l'époque, donc des UMP et d'autres, ont considéré, parce qu'il y avait un vrai problème, c'est-à-dire des entrepreneurs qui faisaient grossir leur entreprise en France, et qui au moment de la vente, pour échapper à l'impôt, partaient en Belgique et revenaient ensuite en France, pour lutter contre ça, au lieu de cibler des mesures qui permettent d'éviter ce phénomène, on a inventé une exit tax à la française. Moi, à l'époque, j'étais ministre à Bercy. Il se trouve que c'est ma collègue Valérie Pécresse qui, voyant qu'il y avait une majorité à l'Assemblée nationale, puisque droite et gauche votaient un dispositif, a préféré faire un dispositif moins puissant que ce qu'ils avaient mis en place. Et à la sortie, on a un dispositif qui aujourd'hui est une catastrophe pour l'économie française. Parce que ce dispositif, il fait quoi? Et vous le voyez sans doute ici, et notamment dans la Silicon Valley, c'est impressionnant. Et moi je le vois dans toute cette circonscription. C'est qu'aujourd'hui, les startups ne passent même plus par la case France. C'est-à-dire, quand quelqu'un a une belle idée en France, ils ne veulent même plus faire grossir en France et créer des emplois en France, parce qu'ils savent qu'on va leur prendre s'ils partent, et donc du coup ils partent directement pour créer ailleurs. Or, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Vous allez me dire, c'est contradictoire, vous nous dites que les Français de l'étranger sont la chance de la France, et vous nous dites en même temps, c'est embêtant que les Français partent de France. C'est pas contradictoire. Ce qui est embêtant et ce qui est même très inquiétant, c'est l'ampleur du phénomène. C'est quand vous interrogez les jeunes Français aujourd'hui, en France, ils vous disent à 52% qu'ils veulent quitter la France. Que quand un grand journal a envoyé ses journalistes faire des enquêtes dans les grandes écoles françaises auprès des diplômés, c'est tous les diplômés de France qui veulent partir. Et donc, par exemple, sur une question comme celle-là, moi j'ai rédigé une proposition de loi pour que, sur le modèle de ce que nous avons mis en place avec Nicolas Sarkozy sur l'ISF, pour que les gens qui préfèrent, plutôt que de payer de l'ISF, investir dans les PME, puissent le faire. Ça correspond bien à l'esprit d'ailleurs, ici, en Amérique du Nord, où beaucoup sont prêts à contribuer s'ils savent à quoi ça sert. Et ils n'aiment pas se faire confisquer leur argent. C'est ça que nous avons fait sur l'ISF. Eh bien moi, je veux faire ça sur l'exit tax. Parce que mon objectif, il est notamment, je le dis dans la Silicon Valley, mais ça pourrait être aussi bien à Georgia Tech. Je salue le sénateur Duvernois, que j'aperçois, que vous connaissez tous. Georgia Tech, par exemple, à Atlanta, c'est la même chose. On a des jeunes ingénieurs français qui sont là, nombreux, et qui se posent la question, est-ce qu'on va rentrer en France? Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on arrive avec la diaspora dont je vous parle, à créer des conditions pour qu'il y ait des passerelles en permanence, des allers-retours entre la France, les États-Unis, entre la France et le Canada. Que par exemple, sur la question des équivalences de diplômes, ce qu'on a réussi au Québec, il y a encore beaucoup à faire, on puisse le faire ici, aux États-Unis. Quand j'étais ministre, j'avais beaucoup de relations avec l'administration Obama. Notamment parce que j'étais ministre des entreprises et que quand le président Obama et le président Sarkozy avaient décidé de favoriser les investissements de part et d'autre de l'Atlantique, en
Ensuite, c'est moi qui négociais avec les ministres de l'administration Obama. Les questions, notamment, que j'avais mises sur la table, et je veux à nouveau les discuter avec eux, c'est la question de l'équivalence des diplômes, par exemple. Très important pour les Français ici. Quand vous avez des Français qui viennent ici, quand vous avez un des conjoints qui vient poursuivre son entreprise, et que vous avez l'autre qui est coiffeur, qui a fait 4 ans d'études en France, et à qui on oblige, et qu'on oblige à faire 6 mois d'études ici, alors qu'il a une qualification beaucoup plus importante que les coiffeurs américains qui, eux, font 6 mois d'études. Ça, par exemple, c'est des choses qu'il faut qu'on arrive à réformer. L'administration américaine n'est pas hostile à l'idée de travailler sur ces questions. Bien au contraire. Simplement, ça ne se faisait pas. Ça ne se discutait pas. Il n'y avait pas quelqu'un qui ait analysé les problèmes que vous rencontrez et qui ensuite, avec ses réseaux, avec sa connaissance des dossiers, avec son expérience, les mettait sur la table pour travailler, pour négocier. Voilà ce que je veux faire pour vous. Je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais en tout cas, j'ai essayé de prendre quelques sujets autres que la retraite, ce ne serait pas que la retraite. Tout ça, ce sont quand même des mots. Ça peut être encourageant. Ça fait... Mes enfants ont été au lycée français pas longtemps parce que c'était trop cher. Et ça fait 40 ans que ça dure. C'est toujours trop cher. Hein? Et c'est quand même des propositions qu'on t'a mis. J'étais membre du conseil de l'école. Voilà un bon exemple. Merci de me donner cet exemple. Vous parlez du lycée. Oui. Vous dites, quand mes enfants étaient là, c'était trop cher, et maintenant c'est toujours trop cher. Pardonnez-moi, il s'est passé quelque chose entre-temps. Quand on a décidé de créer la PEC, la prise en charge, c'était plus trop cher pour beaucoup de familles. Et on devait l'étendre chaque année. Ça, c'est une réalité. Et ça, c'est pas des mots. Ce sont des actes. C'est ce que nous avons fait. J'étais au gouvernement à l'époque. C'est ce que nous avons mis en place pour les Français de l'étranger. Ce ne sont pas des mots. Ce sont des actes. Le fait que vous ayez un député pour vous représenter, ça n'existait pas. Le président Sarkozy a voulu, dans la réforme constitutionnelle, créer ce poste de député pour vous défendre. Ça veut dire qu'on a supprimé 11 postes en France de députés, parce qu'on n'a pas augmenté le nombre de députés, globalement, pour qu'il y ait des députés qui puissent vous défendre. Ça, ce sont, pareil, pas des mots, ce sont des actes. Et on peut multiplier les choses. Moi, je comprends que vous puissiez être dubitatif. Mais en tout cas, vous apprendrez à me connaître. Moi, je suis un homme de parole. J'ai de l'énergie. J'espère vous avoir fait partager ma passion. Ça fait des mois et des mois que je sillonne cette circonscription. Et je suis un homme tenace. Parce que je ne savais pas qu'il y aurait une élection, moi, qu'on se retrouverait aujourd'hui. Honnêtement, je n'étais pas dans le sein des saints. Je ne savais pas que le Conseil constitutionnel allait annuler l'élection. Ça ne m'empêchait pas d'être quelques mois avant avec mon think tank à Atlanta, par exemple, pour travailler sur les questions de fiscalité, ou d'être avec le rabbin Cohen, par exemple, à New York, et de travailler avec tous les jeunes de la communauté juive qui sont en train de quitter en masse la France, ou à Miami, sur des questions d'investissement pour des entreprises françaises. Donc j'aime cette circonscription. Et j'ai envie de reconstruire un lien social et de bâtir une vraie diaspora. Voilà ce que je veux faire. Frédéric, on peut Oui. ouvrir une ou deux autres questions. Bien sûr. Même plus si vous Allez, courage. Michel. Un petit peu aussi pour vous corriger quand vous parliez de l'abstention des gens qui pensent que tout le monde est pour, etc. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Et est-ce que vous ne pensez pas que votre principal adversaire n'est pas le Parti Socialiste ou n'importe quel autre mouvement, mais surtout l'abstentionniste? Parce que quand on a 80%, plus de 80% d'abstention, et ce qui n'est pas nouveau, ça vous donne un pouvoir très très restreint d'action, et ça se traduit pour nous, pour toutes les suppressions, tout ce que vous avez décrit, suppression de la PEC, etc., parce qu'on n'a pas de moyen de réagir. Alors, je suis à la fois d'accord avec vous et pas tout à fait. C'est-à-dire, quand il y a une élection, quelle que soit la participation, celui qui est élu, si il en a la compétence, s'il a l'influence suffisante, il peut agir. Heureusement, il y a beaucoup d'exemples dans la République. D'ailleurs,
ça a été le cas. Vous êtes dans un pays où c'est une évidence, puisque pendant très longtemps, la participation était extrêmement faible et ça n'empêchait pas les gouvernants d'agir. Par contre, là où je suis à 100 000% d'accord avec vous, c'est qu'évidemment le danger, il est double dans cette élection. Je parle de l'abstention. Il est d'abord dangereux parce qu'on a vu ce qui s'est passé aux dernières élections législatives où il y a eu 20% de votants. Avec, je veux corriger un tout petit peu parce que quand vous avez plus de 10 000 votes par correspondance qui n'ont pas été pris en compte parce qu'ils sont arrivés trop tard, c'est pas de la faute des Français qui n'ont pas voté, ils ont voté mais on ne les a pas pris en compte. Quand vous avez le système internet qui ne fonctionnait pas parce qu'il n'était pas adaptable sur Mac, c'est quand même pas de la faute des Français, c'est d'abord la faute du système. C'était la première fois. Moi je regrette, je vous le dis vraiment, mais vraiment du fond du cœur, que ce gouvernement ait décidé de mettre le premier tour le jour de Memorial Day. Parce que c'est une forme de provocation et de manque de respect vis-à-vis des Français qui vivent ici, des Franco-Américains. Manque de respect pour des raisons évidentes, c'est un jour pas comme les autres. Et de surcroît, vouloir lutter contre l'abstention et choisir le plus gros week-end qui existe aux États-Unis, là, on pouvait parfaitement choisir Notre-Dame, je pense que c'est pas tout à fait innocent, pour tout vous dire. Mais heureusement, il y a le vote Internet. J'espère que le gouvernement aura tiré les leçons de la dernière fois. La dernière fois, l'appel d'offres avait donné le système à une société espagnole de mémoire qui avait trouvé un truc formidable, c'est que le logiciel qui permettait de voter, c'était pas le dernier qu'il fallait avoir, c'était l'avant-dernier. Donc ceux qui avaient des vieux ordinateurs avec le vieux logiciel arrivaient à voter. Ceux qui avaient des ordinateurs qui n'avaient pas le logiciel, qui téléchargeaient le logiciel, ne pouvaient pas voter parce que la dernière version ne marchait pas. J'espère que cette fois-ci, ça va fonctionner. Mais au-delà de ça, quand je dis que l'enjeu est double, c'est que c'est une élection partielle. On n'en parle pas de cette élection. Moi, je vous remercie d'être là si nombreux. Parce que cette élection, on n'en parle pas. Quand vous allumez les télévisions, vous écoutez la radio, vous lisez les journaux français, personne ne parle de cette élection. C'est une élection partielle. Quand il y a des élections législatives, tout le monde en parle. Ça mobilise les gens. Ça, c'est un danger aussi. Eh bien, c'est grâce à vous tous. D'abord parce que vous êtes venus nombreux, et parce que je souhaite que, sortant de cette réunion, vous vous sentiez investis les uns et les autres d'une mission. C'est parler autour de vous, à vos amis, à vos relations de travail, à vos connaissances, pour leur dire que c'est important de voter. Et pour leur dire si vous avez été convaincus, parce que je vous ai dit, qu'on peut changer les choses. Parce qu'on peut changer les choses. Sur beaucoup de sujets, je pourrais en évoquer encore beaucoup d'autres. Sur la question, par exemple, de la green card ou des permis de travail. Moi, je pense que c'est quand même un minimum que dans les consulats, il y ait un service qui puisse appuyer les Français dans les démarches. Leur dire un certain nombre de choses, leur donner un certain nombre de conseils. Aujourd'hui, c'est la jungle. Il n'y a rien du tout. Regardez un certain nombre de communautés. Moi, ça m'avait frappé ici, quand j'étais venu il y a quelques mois, j'avais rencontré les étudiants, la communauté asiatique pour les étudiants. Quand ils viennent étudier ici aux États-Unis, on va les attendre à l'aéroport. On leur trouve un logement. On leur trouve un travail. Vous êtes français, vous venez, jeunes français, mais tout le monde doit se débrouiller tout seul. Il y a les consulats, c'est en fait la même chose que les préfectures dans les départements français. Ils font les démarches administratives, souvent ils ne sont pas malheureusement ouverts aux heures où vous en avez besoin. Et sur les démarches administratives, il y a énormément à faire sur cette question des passeports. Moi je peux vous dire que je vais me battre pour qu'on puisse faire le système, comme ici aux États-Unis, d'envoi par la poste des passeports. Alors on est très content, c'est une grande victoire, on a réussi une chose, avant il fallait y aller 2 fois, maintenant il n'y va plus qu'une fois. Quand vous avez des gens qui sont obligés de payer l'avion pour aller faire leur passeport une fois, bah, ils attendent d'être en France pour le faire. Puis après ils ne sont plus inscrits au consulat. C'est ça la réalité. La France n'a qu'à s'en prendre à elle-même si le lien s'est distendu. Et quand on me dit les Français
ne vont pas voter, où les Français sont très nombreux à être là depuis très longtemps et ne sont pas inscrits au consulat. C'est vrai, puisque c'est 200 000 électeurs sur cette circonscription à peu près, alors qu'on sait qu'il y a à peu près 800 000 Français, peut-être plus. Il y en a beaucoup qui ne sont pas inscrits. Mais est-ce qu'on va les chercher? Est-ce qu'on fait les efforts? Est-ce qu'on imagine un certain nombre de choses pour amener les Français à s'inscrire? Est-ce que ça leur sert à quelque chose? Moi, je souhaite qu'avec l'âme Nord, avec Jean-Claude, avec toute l'équipe qu'on est en train de bâtir, on redonne envie aux Français de voter, de s'inscrire au consulat. C'est votre réaction tout à l'heure, moi je la comprends tellement. Là, c'est nouveau. On veut faire des choses. En plus, là, depuis 10 mois, sur les sujets importants pour vous, vous avez vu que vous n'aviez pas été défendu, ou en tout cas mal défendu. Donc effectivement, vous vous dites, est-ce que ça sert à quelque chose? Eh bien oui, ça sert à quelque chose. Parce que moi, quand je prends la parole dans ma famille politique, on m'écoute. Parce que j'ai de l'expérience. Parce que j'y ai occupé des fonctions importantes. Quand je suis à la commission des finances et que je défends quelque chose, on m'écoute. Parce que j'étais un député actif, parce que j'ai été ministre, parce que j'ai travaillé, y compris avec des députés de gauche et qui me respectent et que je les respecte. Et donc on peut construire des choses sur beaucoup de sujets importants pour vous. Et de la même façon, je l'ai dit avec l'administration Obama, c'est la même chose. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'un député qui non seulement connaisse vos problèmes, et je crois vous montrer que je les connais, mais qui surtout soit capable de bâtir des solutions pour vous. Parce que si c'est simplement connaître vos problèmes ou passer beaucoup de temps avec vous, mais pas se donner ensuite la capacité de construire les solutions, après on a monsieur qui dit, c'est des paroles, moi je veux que quand je reviendrai dans quelques mois, vous aurez tous enregistré ce que je vous ai dit, les propositions de loi que je vais défendre. Moi je veux venir vers vous et vous dire, regardez, voilà ce qu'on a réussi à obtenir. Sur l'éducation, je vous ai prévenu à l'avance, je ne vais pas revenir avec le rétablissement de la PEC. C'est par idéologie qu'ils ne veulent pas le faire. Donc je ne vais pas les convaincre de le faire. Et par contre, j'espère bien qu'avec un certain nombre d'élus, on va leur faire comprendre que c'est le devoir de la France d'investir dans les jeunes Français. Pas simplement pour vous faire plaisir, pour ce que je disais tout à l'heure. Parce que c'est la chance de la France que d'investir dans la jeunesse ici. Parce qu'un enfant qu'on laisse sortir du système éducatif français, qui perd le contact avec la langue, c'est un enfant qui est perdu pour la France. C'est ça la réalité. Est-ce qu'il y a d'autres... Bon, je voudrais simplement remercier Frédéric. Merci, merci. C'est pas... J'avais une petite question. Oui, vas-y, vas-y. On a parlé de l'Île-de-France, en fait. Vous avez un mandat local en Île-de-France, en fait? Oui. Ah, d'accord. Et c'est là d'ailleurs, j'ai annoncé que, évidemment, vous savez, j'ai même construit, ça va même peut-être vous étonner, j'ai même construit toute ma vie politique, en fait. Oui, non, mais il va s'en aller. Puisque 30 ans de vie politique, moi je suis passionné de politique depuis que j'ai 16 ans. J'ai rencontré Nicolas Sarkozy, j'avais 18 ans. Quand j'ai fait mon droit, j'ai commencé au cabinet de Jacques Chaban-Delmas. J'ai été élu local. J'ai été élu sans discontinuer élu local, notamment en Île-de-France. J'ai été député. J'ai pas, comme certains, attendu d'être battu ou de considérer que j'avais plus d'avenir en France pour décider de venir ici. Moi, je suis quelqu'un qui a fait un choix, comme vous avez fait le choix à un moment dans votre vie, de venir ici aux États-Unis. J'ai eu envie de venir aux États-Unis. Pour des tas de raisons, je ne vais pas vous raconter ma vie. Il y a un peu d'impudeur. Et puisque vous m'y poussez, je vais vous dire des petites choses quand même. Et si vous essayez de comprendre pourquoi j'aime cette circonscription, pourquoi j'y ai toute ma famille, parce que c'est la vie qui a créé ça. Parce que quand j'étais enfant, mon père était médecin à New York, que j'ai vécu les plus jeunes années à New York, que ce père médecin a été contraint, comme beaucoup de familles, j'en connais, de rentrer en France. Quand je dis contraint, il ne voulait pas rentrer. Pour des raisons familiales, il est rentré. Et moi, j'ai entendu comme mon frère, comme ma sœur, quand on était enfant, c'était mieux en Amérique. Ben, ça marche.
ça marche. Et j'ai fait toute Ça, je le crois. ma carrière politique en France. Mais évidemment, vous savez, je ne suis pas en train de vous dire que dans cette circonscription, je veux bâtir l'âme nord, que je veux travailler 24 heures sur 24 pour vous ici, et vous dire que dans le même temps, je pourrais garder un mandat en Ile-de-France. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de le dire déjà, ça n'a aucun sens. Moi, je veux m'investir pleinement pour cette circonscription. Et je considère que quand on a la chance d'être élu par des Français dans une circonscription aussi belle que celle-ci, avec autant de choses à construire, il faut, c'est un devoir, s'y donner pleinement. Mais je n'ai pas honte de mon passé en France. D'ailleurs, comment voulez-vous faire de la politique avant que Nicolas Sarkozy ne crée ce poste de député des Français de l'étranger? Vous m'expliquez comment on peut faire de la politique pour son pays, la France, si on n'est pas élu en France, si on n'est pas ministre en France. Je ne vais pas m'excuser de ça, au contraire. J'en suis très fier d'avoir agi pour mon pays. C'est mon moteur. Quand je me réveille le matin, ce qui me met de bonne humeur, c'est de me dire que je vais agir pour mon pays. Il y a des gens qui ont d'autres moteurs. C'est mon moteur. Et là, je me dis que dans cette circonscription, c'est pour mon pays que je vais agir, en essayant de changer votre vie sur beaucoup de points, et en essayant de faire que vous tous, qui incarnez une autre France, mais vous puissiez aussi influencer cette France. Elle en a bien besoin aujourd'hui. Il y a des projets qu'on a mis en place quand j'étais ministre, qu'on a directement été chercher en Amérique du Nord. Quand j'ai lancé la simplification pour les entreprises en France, c'est avec le Canada que j'ai travaillé. Je n'ai pas honte de dire que j'ai copié sur beaucoup de points ce qui avait été fait au Canada. Quand on a créé le statut d'auto-entrepreneur pour créer une entreprise en France, d'un clic, avec un système, pas de charge, tant qu'il n'y a pas de rentrée financière. On a copié le système américain, bien sûr. Le benchmarking, c'est intelligent. Ça aussi, c'est important. Vous savez, il y a beaucoup de professionnels qui me disent souvent dans cette circonscription, moi, quand la France va bien, mon business aux États-Unis va bien. Parce que selon ce que vous vendez aux États-Unis, selon ce que vous faites aux États-Unis, si votre image est liée à la France, vous avez intérêt à ce que la France, elle ait plutôt une bonne image. Et aujourd'hui, pour beaucoup d'entreprises, ça ne va pas fort. Ça se dégrade avec l'image de notre pays dans le monde. Moi, ce qui me fait beaucoup de mal, on en parlait avec Louis il n'y a pas très longtemps, et avec d'autres élus, c'est de voir la France qui est sortie des radars. Ici, on ne parle plus de la France. Ici, on en parle pour caricaturer le président, pour des choses de ce type. Et c'est quand même, ça fait mal quand on est français. Donc, compte tenu des contraintes d'horaire, je vous propose d'abord de remercier Frédéric pour sa prestation. Avant de suivre la fin du buffet, y compris les confiseries, pour ceux qui le souhaitent, on va faire une photo de famille autour de Frédéric. Donc, approchez-vous et venez entourer Frédéric pour que sa fille puisse prendre une photo. Vous me permettrez de remercier les élus de l'ADFE, parce qu'il y a l'UFE qui est là, et je voudrais remercier le président. Parce que l'UFE mène une action formidable dans cette circonscription. Et je voudrais aussi remercier les responsables de l'ADFE, qui est l'association de gauche, de leur présence. Merci. Merci. Ça va. On va se mettre près du micro. Allons, mesdames. Allez jusqu'à la prochaine et continuez notre conversation. On bouge de 5 mètres.
regardez par ici. Regardez-moi. Allez, Ça fait partie. Arrivé à la question. allez sur la photo. C'est bon, c'est bon. Vous savez, c'est pas Souriez, souriez. Allez, on sourit, on clique. Voilà, c'est bon? Ouais, c'est bon. C'est bon? C'est bon? Bon, mais c'est bon. Et qui c'est un peu les salles de bain parfois sur les villes. Ils ont fait des petits Tu t'es arrivé à peu près. Vous ne connaissez pas des filles animées?